production Binge Audio, évidemment. L'obsession provoque l'anxiété. La compulsion, c'est-à-dire le rituel qui suit l'obsession, vise à l'annuler. C'est une idée qui tourne en boucle chronique, constante, et qu'il n'y a rien qui l'arrête. Le patient doit éviter de performer ses rituels pour diminuer l'anxiété. Étant donné la nature absurde de ces obsessions, ces patients ne consultent pas. Mais moi, c'est les mots qui, des fois, c'est pas assez précis, c'est pas le bon terme. Et quand j'essaye de le dire, donc sous l'emprise du TOC, le mot, le TOC dire non, il est pas assez bien. Lorsque les TOC sont apparus, mais que je n'en savais encore rien, je devais avoir 14 ou 15 ans et je me rendais bien compte que certaines choses autour de moi, ça pouvait être un cahier, un placard, par exemple, étaient contaminées. Alors moi, j'employais ce terme-là. Contaminé, ça voulait dire pour moi, mon père a touché cet objet, ce cahier. Donc cet objet et ce cahier maintenant sont contaminés. Qu'est-ce que je peux faire pour de nouveau pouvoir toucher ce cahier ? Donc en fait, j'avais mis en place un rituel, une compulsion qui était je nettoie avec de l'eau claire. Voilà. Et puis les TOC, à mon insu, se sont développés. Donc ça a été un cahier, la table, les placards, les poignées de porte, les chaises, tout. Tout ce que mon père touchait, ensuite tout ce que ma grand-mère paternelle touchait, donc en cascade, dans une logique de répercussion. Tout ce que je touchais moi, après que mon père l'ait touché, c'était contaminé, et c'était la même chose pour ma mère, ma sœur, qui touchait fatalement tout ce que touchait mon père, tout ce que je touchais. Donc en fait, moi-même, je contaminais tout. Je liais mes TOC à mon père parce qu'il était représentant de l'autorité à la maison. Ma mère avait également une certaine autorité sur nous, mais par les mots, presque uniquement. Et quand il s'agissait d'être un petit peu plus sévère, de supprimer, de nous interdire de regarder la télé, voire de nous donner une claque, c'était mon père qui allait le faire. Donc ma mère nous disait, si vous n'êtes pas sage, si vous n'arrêtez pas vos bêtises, je lui dirai à papa ce soir. D'un autre côté, ma mère ne s'entendait pas avec sa belle-mère, c'est-à-dire avec ma grand-mère paternelle. Donc ma grand-mère paternelle était devenue aussi quelqu'un de contaminé pour moi. J'avais toujours à la main un pulvérisateur. Et puis, j'aspergeais d'eau presque toute la journée, puisque même ce qui était aspergé, 2 minutes après, était de nouveau à asperger, parce que quelqu'un y avait touché, parce que voilà. J'ai longtemps vécu en me disant que c'était le prix à payer pour grandir, pour devenir adulte. Et je me suis dit, c'est sans doute ça, la crise d'adolescence. Le TOC est tellement plus fort qu'il mène à des situations qui seraient certainement intolérables pour d'autres personnes. On devient quelquefois un petit peu indécent, on a des comportements qui ne sont pas compris par les autres, on est vraiment conduit par le TOC comme une marionnette avec un fil et quelqu'un qui nous commande au bout et qui nous dit maintenant tu vas aller là et faire ça et ça va pas être facile de te débarrasser de moi. Alors je pense que mes parents se sont rendus compte de quelque chose, ou alors indirectement, parce que mes résultats scolaires se sont effondrés. J'étais une Catherine très bonne élève à l'école primaire, très vivante,
J'avais un peu l'esprit de combat pour être la première. Je voulais en fait de grands signes de reconnaissance. Et au travers de mes notes, j'avais cette possibilité-là. Et notamment la possibilité d'être reconnue par mon père, qui m'aimait, mais qui le démontrait certainement pas comme il le fallait à moi, Catherine, quand j'étais petite. Et puis, arrivée au collège, je me suis dit, des Catherine, en fait, il y en a plein. Je suis pas unique. Donc, petit à petit, mes résultats se sont effondrés. Est-ce que les TOC sont arrivés avant que les résultats ne s'effondrent ? Est-ce que les résultats s'effondrant, j'ai trouvé un moyen de lutter contre une anxiété, une appréhension, une peur de quelque chose, je ne sais pas. Je pense que c'est apparu là, à peu près. Donc mes parents se sont certainement dit, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Et puis c'est ma sœur qui a tiré le signal d'alarme. On vivait dans la même chambre et elle a bien vu que j'avais des habitudes qui n'étaient pas normales. Et un jour, elle en a parlé à ma mère. Elle lui a dit, Catherine ne va pas bien. Elle a un comportement bizarre, étrange. Il faudrait qu'elle aille voir le médecin. Emmène-la voir le docteur. Et à un moment donné, peut-être 1 an après que je sois allée le voir pour la première fois, donc il me recevait ensuite, il recevait mes parents, et un jour il leur a dit, voilà, Catherine, elle arrête ses études, elle ne va plus au lycée. J'avais déjà fait 3 premières quand même, avec une dérogation, et ça ne donnait rien. Elle arrête d'aller au lycée, et elle va déjà commencer par partir en Savoie, au plateau d'Assy, dans une maison de post-cure. C'est comme ça que nous a été présentée la maison. Je dormais tellement que je ne pouvais pas interpréter et juger la situation, en fait. Donc j'ai fait confiance à mes parents, j'ai suivi leurs décisions. Eux-mêmes ont suivi la décision du neuropsychiatre. Et donc, à peu près 1 semaine après, je suis arrivée au plateau d'Assy. Alors, je rentre là dans une maison médicalisée où, a priori, il y avait beaucoup de personnes et uniquement des femmes très dépressives. Une vieille maison avec une vue imprenable sur la chaîne du Mont Blanc. Donc ça, c'était super. Une salle panoramique de restaurant. C'était super, on y mangeait très bien avec des nappes blanches, des jolis verres, voilà. Mais j'étais la seule mineure, j'avais 17 ans. Mes parents sont repartis en se disant « mais où est-ce qu'on la laisse ?» Et heureusement, j'ai intégré une chambre où vivait déjà, puisqu'on partageait la chambre, on était 2, une jeune femme qui avait quelques années de plus que moi et qui était là pour dépression. Elle venait de divorcer. Et petit à petit, on s'est apprivoisés l'une l'autre et on s'est attachés l'une à l'autre. Et tout le mois que j'ai passé là-bas, qui correspond à peu près, c'est à peu près le temps qu'elle y est restée aussi, on a pu naviguer avec sa petite voiture, s'échapper un petit peu de ce lieu qui était quand même très triste. Il faut dire aussi que j'ai rencontré quand même quelques fois le responsable de cet établissement où j'étais au plateau d'Assy, qui ne m'a rien dit de particulier, mais qui a rajouté des médicaments. Donc j'avais un traitement de plus en plus lourd, de plus en plus fort. Ça ne remontait pas le moral de mes parents. Mes parents, sur le conseil d'un collègue de mon père, m'ont emmené voir un psychiatre à Paris, boulevard Saint-Germain. Donc on est allé voir cette dame qui s'appelait Madame Chopin, qui était en lien avec l'hôpital Necker. Elle y travaillait. Elle m'a envoyé passer des tests. Elle a bien sûr parlé avec moi. C'était dans un grand appartement bourgeois de Paris. Et je me disais, mon Dieu, je suis en train de tout contaminer. Et le beau fauteuil, et le beau tapis, et la porte, voilà. Et puis, un jour, elle a reçu mes parents et leur a dit, écoutez, vous partez en vacances dans les Hautes-Alpes demain, très bien. Malgré tout, là, au bout de quelques fois où j'ai rencontré Catherine, sachez que je lis dans les yeux de votre fille, j'y vois en tout cas une lueur qui me fait dire
aujourd'hui que Catherine ne souffre pas de quelque chose, d'une maladie aussi grave que celle qui a été a priori diagnostiquée par mon confrère à Orléans. Moi, je dirais qu'elle souffre d'une névrose obsessionnelle. Donc si c'est bien une névrose obsessionnelle, et on va tenter d'y croire, moi j'y crois, je vous propose petit à petit de baisser ce traitement très progressivement. Mon père, de nouveau, a fait appel à un collègue, je crois, ou a entendu parler un jour d'un pédopsychiatre à Orléans, et il m'a écouté. Et là, je me souviens effectivement avoir beaucoup parlé. Et là, il me dit, bon, déjà, vous m'avez dit plusieurs fois que vous étiez malade. Pour moi, vous n'êtes pas malade. Et puis, deuxième chose, vous vous êtes mise, finalement, toute seule dans cette situation dont vous souffrez, j'en conviens. Je peux vous aider, oui, je ne le refuse pas du tout. Je peux vous accompagner, mais c'est quand même bien vous qui allez trouver la solution pour vous en sortir. C'est vous qui savez. Alors là, j'aurais peut-être pu m'effondrer, le trouver quand même drôlement culotté. Mais moi, j'ai bien compris que j'aurais des efforts à faire, qu'il y avait un long chemin devant moi. Ça a été ma première indépendance. Et cette indépendance-là, ça a été, je me distancie de mes TOC. Je vais effectivement les considérer comme des rituels que j'ai mis en place, dont je vais tenter, je ne sais pas encore comment, mais je peux y arriver, j'en suis certaine, et c'est ma chance, ma dernière chance, mais je vais trouver comment. Donc j'allais mettre en place, j'allais œuvrer pour m'en sortir et lui rapporter le fruit de mes nouvelles actions entre deux rendez-vous. Mais en fait, ça a été presque instinctif. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Il y avait une longue distance, mais je suis allée de chez moi jusque chez le coiffeur, un coiffeur chez qui je n'étais jamais allée. C'était déjà une forme d'indépendance, c'était plus le coiffeur qui coiffait mes parents. Mes parents ne savaient pas non plus où j'allais. Ils ne savaient pas non plus, mes parents, comment j'allais me faire coiffer. Mais moi, je savais, donc j'ai demandé au coiffeur de me couper les cheveux le plus court possible. Réflexion faite, c'était vraiment pour avoir la boule à zéro, repartir de zéro, devenir quelqu'un. C'était continuer ma vie parce que je n'ai jamais voulu oublier les TOC et les nier parce qu'ils font partie de moi et ils font ce que je suis aujourd'hui. Et donc j'ai souhaité d'emblée passer à autre chose. Donc ça, c'était déjà un premier pas. Et je me suis dit, je suis chez le coiffeur, je me fais couper les cheveux, donc maintenant Catherine, tu tentes de ne te laver les cheveux que 2 fois par semaine. Tu résistes. Il y a la chanson de France Gall qui dit ça. Résiste, prouve que tu existes. Finalement, c'était un peu ça. J'existais déjà, mais aux yeux des autres, mais pas à mes yeux, quoi. Donc là, je me suis engagée dans une bataille, mais qui pour moi était déjà gagnée. J'étais assiégée, mais j'allais petit à petit, éliminer les soldats qui étaient venus interrompre ma vie d'adolescente. J'avais à peu près 18 ans, 18 ans. Donc je me suis dit, bon, les cheveux, c'est une chose, mais je vais continuer effectivement à prêter attention à mon confort personnel, mon confort corporel, pour être bien quand je sors déjà. Donc j'ai décidé, petit à petit, de ne plus changer de vêtements sur impulsion, de ne plus noyer mes chaussures dans l'eau sur impulsion, qu'elles soient neuves, pas neuves, en cuir, en plastique, moi je trempais tout. Je me souviens qu'au cours d'un repas, mes parents recevaient des amis. J'ai éprouvé le besoin et quand le TOC vous dit « fais-le », vous y allez. Donc de façon tout à fait incorrecte et inattendue, je suis allée me plonger dans la baignoire, tout habillée, avec mon sac, mes chaussures, mes cheveux, pour éprouver quelques secondes d'un répit
vraiment tout à fait temporaire, éphémère et qui ne m'apporterait rien par la suite, mais ça répondait à un TOC et c'était le rituel, la compulsion. Donc tout ça, fallait que ça soit terminé. Ça n'a pas été facile, je n'ai pas décidé et je n'ai pas pu d'un coup me débarrasser des TOC. Donc j'ai commencé par les TOC qui m'apportaient le plus d'inconfort, donc c'était en fait de la tête aux pieds, ce qui m'a permis de sortir un petit peu plus de chez moi. Et ensuite, j'ai décidé de chasser les TOC qui touchaient les placards, les meubles, les feuilles, voilà. Et puis petit à petit, comme j'avais confiance que ça se passait bien et que j'étais de plus en plus certaine d'y arriver et que je m'imposais des règles très strictes, notamment celle de ne jamais regarder en arrière, chaque TOC éliminé devait rester éliminé pour toujours. C'était pour moi la seule condition d'y arriver. C'était difficile, il fallait une forme de résistance à l'exposition. Et le mot exposition fait référence à la thérapie comportementale et cognitive que je ne connaissais pas, dont on ne m'a jamais parlé à cette époque-là, parce qu'elle n'avait pas franchi les frontières, elle n'était pas encore reconnue en France. Le mode d'action des TCC actuellement, tel qu'on les décrit, en fait, ce sont les exercices que moi, je me suis imposés. Quand j'ai senti que les choses s'étaient suffisamment consolidées, je me suis mise en quête d'un travail. J'ai donc travaillé un petit moment en intérim, tout en recherchant un travail un petit peu plus stable, un petit peu plus sympa. Je voulais continuer à grandir, en fait. J'avais passé des tests pour suivre une formation dans le cadre de la formation pour les adultes, à l'AFPA. Et donc, j'ai appris le métier de secrétaire aide-comptable. J'étais rémunérée et suffisamment pour que je puisse prendre un studio. Autre forme d'indépendance. Et puis, une forme d'épanouissement qui commençait à s'installer aussi, parce que qui dit prendre un studio dit, et j'avais fait des économies, m'acheter un meuble, m'en acheter un deuxième, voilà. Et puis, petit à petit, avec l'aide du pédopsychiatre, accepter que des personnes viennent chez moi, accepter d'aller chez d'autres. Mais tout ça à pas mesurer, c'était vraiment sous contrôle, c'était pas tout le temps, c'était très, très réglementé. J'avais une vie très réglementée. Une petite parenthèse, en même temps que mes TOC se sont fait la malle, parce que je les ai fichus à la porte, c'est vrai que ça a correspondu aussi à l'installation d'une, je dirais, une petite forme, une mini-forme d'anorexie. Quand j'ai pris mon studio, je me suis dit, bon, là Catherine, tu vas bien, mais tu ne vas pas être comme beaucoup de personnes chez elles qui ne se font pas à manger. Donc de nouveau, je me suis imposé un règlement, je me faisais un peu de cuisine, c'était bon, mais je ne mangeais pas grand-chose. On s'en est jamais préoccupé me concernant, mais je trouve que les comorbidités, en général, ne sont pas suffisamment mentionnées et prises au sérieux, prises en charge. On se focalise sur les TOC, mais il n'y a pas que les TOC. Et puis, un soir chez moi, j'ai reçu l'appel d'un dentiste qui cherchait une assistante pour 2 praticiens qui avaient tous les deux, chacun à leur façon, des caractères bien trempés. Donc des assistantes qui avaient défilé avant moi. Mais moi, j'y suis restée 14 ans, par défi aussi. Je ne voulais surtout pas qu'on dise de moi, ça ne nous étonne pas. J'en ai profité, parce que la vie s'est présentée ainsi pour me marier. J'ai eu 2 enfants. Étant assistante dentaire, j'avais des horaires qui n'étaient pas faciles du tout. Donc j'ai promis un jour à ma petite fille de devenir un jour auxiliaire de puériculture et que les horaires seraient certainement beaucoup mieux respectés dans ce cadre-là. Donc effectivement, encore un défi. Donc finalement, j'ai eu mon BEPC, j'ai eu mon diplôme d'assistante dentaire, j'ai eu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture.
Et je travaille maintenant depuis 8 ans à l'épicerie sociale d'Orléans. Les TOC, je les ai toujours à portée de vue, mais vraiment, je les vois de très très loin. Et quand je vis dans mon quotidien des situations qui sont des occasions royales pour les TOC, je me le dis presque systématiquement. Tiens, là, ils doivent s'en faire des gorges chaudes, là, de penser que demain, ils pourront peut-être. Mais non. Je sens qu'ils me guettent, mais je ne leur donne plus aucun pouvoir. En tout cas, j'y pense de moins en moins souvent. En même temps, de plus en plus par l'intermédiaire de l'AFTOC, dont je fais partie, mais personnellement, de moins en moins souvent. Et c'est pour ça que je peux aider, que je suis disponible en fait pour les autres. Alors, l'AFTOC, c'est l'association française qui accompagne des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Et c'est une association dont j'avais entendu parler. Je crois que je commençais tout juste à sortir des TOC. Et j'étais allée 1 fois ou 2 à une réunion en présentiel à Paris, pour voir un peu. Et puis après, je m'en suis plus occupée. Il m'est revenu à l'esprit l'AFTOC, donc il y a 18 mois. Et puis de suite, on m'a proposé, parce que des bénévoles, il y en a très peu, d'animer des groupes de parole en présentiel. Et sachant qu'à Orléans et dans la région, il n'y avait pas de bénévoles AFTOC à Orléans, j'ai décidé d'ouvrir un groupe de parole. Et effectivement, parler de ces TOC, c'est quelque chose généralement qu'on ne fait pas, où on en parle à 1 personne ou 2 personnes très très proches. On n'en parle surtout pas dans sa vie amoureuse, parce qu'on a peur d'être abandonné. Et ça, j'en ai vraiment souffert un peu toute ma vie. Beaucoup moins maintenant, parce que j'ai de plus en plus confiance en moi. Et je me dis finalement que si quelqu'un m'abandonnait, ça serait quelqu'un qui ne chercherait pas à comprendre. Et donc j'ai entendu beaucoup parler de honte, et c'est pourquoi moi je me suis dit à un moment donné, l'AFTOC, les groupes de parole animés, d'accord. Et puis c'est aussi pour moi, en tout cas je me suis investie d'une mission à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que j'en parle autour de moi, naturellement, sans éprouver le moindre frein possible. Enfin voilà, ça enclenche, le fait de ne plus avoir honte permet d'avancer, d'aller au-delà de la mission d'animatrice qui m'était confiée au départ, d'en parler maintenant autour de moi et de pouvoir aider et de faire progresser le jugement erroné que l'on a par rapport au TOC et de faire progresser la reconnaissance parce que je n'en ai pas honte du tout, parce que j'en parle librement. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené par Sarah Vildeuil. Réalisation, Estelle Collat. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslappluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslappluie podcast sur Instagram.